On plonge aujourd'hui dans une affaire finlandaise qui fait vraiment froid dans le dos. Ah oui, le lac Bodom. Exactement. Imaginez 5 juin 1960, 4 ados qui partent camper au bord de ce lac, le lac Bodom, un endroit paisible normalement. Un week-end qui s'annonçait bien. Oui, sauf que ça vire au cauchemar absolu. Hmm. Le lendemain matin, on retrouve 3 des jeunes morts, assassinés sauvagement dans leur tente. Et le quatrième? Le quatrième, Nils Gustafsson, y survit. Mais il est gravement blessé et, point crucial, il est amnésique. Plus aucun souvenir de l'attaque. C'est ça qui rend l'affaire si complexe dès le départ. C'est une énigme qui hante la Finlande depuis plus de 60 ans. Alors on va essayer d'explorer ensemble les détails troublants de cette affaire non résolue. D'accord, en se basant sur ce qu'on sait des événements. Allons-y. En 1960, c'est un riverain, un certain Asko Johansson, qui tombe sur la scène. Et qu'est-ce qu'il voit? Il décrit une tente complètement effondrée, lacérée de coups de couteau, et autour, et même un peu à l'intérieur, les corps. Les 3 victimes. Oui, Maila Björklund et Anja Maki, qui avait 15 ans, et Seppo Boisman, 18 ans. La violence est décrite comme extrême, surtout envers Maila. Et Nils Gustafsson, le survivant? Lui, il est retrouvé à l'extérieur, au-dessus de la tente effondrée. Inconscient, mais vivant. Avec de graves blessures, j'imagine. Ah oui, multiples fractures au visage, à la mâchoire, des contusions partout. Il est transporté à l'hôpital, un vrai miraculé en quelque sorte. Mais sans mémoire. Exactement. Il se réveille sans aucun souvenir précis de l'agression. Juste, apparemment, une image très floue, une sorte d'ombre vue à travers la toile déchirée de la tente. Une ombre. Ça n'aide pas beaucoup les enquêteurs, ça. Un survivant amnésique, c'est un sacré obstacle dès le départ. Ça complique tout, oui. Et j'ai lu que l'enquête elle-même a connu pas mal de ratés au début. C'est le moins qu'on puisse dire. La scène de crime, elle a été très mal préservée. C'est-à-dire? Imaginez des curieux, des journalistes qui arrivent sur place, et même l'armée, appelée en renfort pour chercher des indices ou l'arme du crime, qui ratisse la zone. Ah oui, donc potentiellement une contamination massive des lieux. Exactement. Un manque de rigueur qui a pu détruire des preuves clés. On a aussi noté que des objets personnels manquaient, mais curieusement, pas les motos des jeunes. Étrange. Et ces chaussures? Oui, les chaussures de Niels. Elles ont été retrouvées, mais à environ 500 mètres du campement. 500 mètres. C'est loin pour quelqu'un qui vient d'être attaqué et blessé comme ça, non? C'est une des nombreuses étrangetés de l'affaire. Comment expliquer ça? Et sur qui les soupçons se sont-ils portés au début? Alors, il y a eu plusieurs pistes au fil du temps. Oui, Il y avait d'abord un certain Karl Gillström. C'était le tenancier d'un kiosque pas loin du lac. le fameux homme du kiosque. Oui, il était connu pour être assez hostile envers les campeurs. Il y a des rumeurs comme quoi il aurait avoué le crime sous l'emprise de l'alcool. Et il s'est suicidé en 1969, près du lac d'ailleurs. C'est ça. Son alibi initial, c'était sa femme qui l'avait fourni, mais plus tard, elle serait revenue sur ses déclarations, le fragilisant un peu. Mais bon, sans preuve formelle. Une piste intéressante, mais qui n'a pas abouti. Il y en a eu d'autres. Oui, Hans Assmann, un immigré allemand avec un passé assez flou. Lui aussi, son nom revient souvent. Il a été vu à l'hôpital d'Helsinki le lendemain des meurtres. Son comportement était jugé suspect. Il avait des vêtements tachés de rouge. Il semblait agité. Mais il avait un alibi, non? Oui, confirmé par sa maîtresse à l'époque. Donc là encore, piste écartée officiellement. Il y a eu aussi, plus anecdotiquement, Pentti Swainen, qui a avoué en prison. Oui, il a été jugé peu crédible, trop jeune au moment des faits, et il s'est suicidé aussi. Beaucoup de pistes, beaucoup d'impasses. Et on aurait pu croire l'affaire classée, mais non. Rebondissement spectaculaire des années plus tard. Oui, en 2004. Là, c'est un véritable coup de tonnerre. 44 ans après les faits. Nils Gustafsson, le survivant, l'unique témoin, est arrêté et mis en examen pour les meurtres de ses 3 amis. Incroyable, hein. Mais sur quelle base, hein? Qu'est-ce qui a changé après tout ce temps? Les avancées de la science, plus précisément l'analyse ADN. Sur les chaussures? Exactement. Les fameuses chaussures retrouvées à 500 mètres, de nouvelles analyses révèlent des traces de sang appartenant aux 3 victimes. Ah. Et celui de Nils? Justement, non. Pas de traces ADN de Niels sur ses propres chaussures, mais celui des 3 autres. C'est troublant. Comment l'accusation a interprété ça? Pour le procureur, c'était la clé. Sa théorie,
Une dispute aurait éclaté dans la tente, peut-être alcoolisée, peut-être une histoire de jalousie autour de Maïva. Niels aurait tué ses amis dans un accès de rage. Et ensuite? Ensuite, il aurait caché certains objets, dont les chaussures ensanglantées, à 500 mètres. Puis il se serait auto-infligé certaines blessures ou aurait exagéré des blessures existantes avant de simuler l'amnésie pour échapper à la justice. C'est une théorie assez complexe. Ça demande un sacré sang-froid après un tel déchaînement de violence. C'est précisément ce qu'a plaidé la défense. Et j'imagine. Comment ont-ils contré cette accusation? Surtout la question des blessures. Ils ont beaucoup insisté là-dessus. Les blessures de Niels, fracture de la mâchoire, commotion cérébrale, étaient bien réelles, attestées par les médecins de l'époque. Elles étaient graves. Difficilement simulable, quoi. Très difficilement. Et la défense a posé la question: comment un homme dans cet état aurait-il pu commettre 3 meurtres, faire un brin de nettoyage, marcher 500 mètres pour cacher des preuves, revenir sur ses pas et s'effondrer? Ça semble physiquement quasi impossible. Ils ont souligné cette contradiction. L'accusation le décrivait à la fois comme un tueur impulsif, pris de rage, et en même temps comme un manipulateur hyper calculateur et méticuleux. Les deux profils semblaient incompatibles. Oui, c'est difficile de concilier les deux images. Alors, quel a été le verdict du procès? En octobre 2005, Niels Gustafsson a été acquitté. Acquitté? Oui. Le tribunal a estimé que les preuves présentées par l'accusation n'étaient pas suffisantes pour prouver sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. Donc l'affaire est retournée à la case départ. Officiellement, oui. Elle est de nouveau classée comme non résolue. Incroyable. Donc après plus de 60 ans, après toutes ces pistes, ces suspects, ce procès même, on ne sait toujours pas qui a tué Maïla, Anja et Seppo au bord du lac Bodom. C'est exactement ça. L'affaire reste une véritable cicatrice dans l'histoire finlandaise. Les suspects potentiels sont pour la plupart décédés. Gustafsson, Assman, Soinenen. Oui. Les preuves matérielles sont ambiguës, en partie à cause de la contamination initiale et du temps passé. Et le seul témoin oculaire direct Niels Gustafsson, a jamais retrouvé la mémoire de cette nuit d'horreur. Son amnésie semble réelle et persistante. c'est fou. Ça laisse vraiment pensif sur la nature même de la vérité judiciaire dans des affaires aussi anciennes et complexes. Quand les preuves tangibles manquent ou deviennent floues avec le temps, que les pistes humaines s'éteignent et que la mémoire, la seule clé qui reste peut-être, est défaillante. Comment espérer encore trouver la réponse? C'est toute la question. Comment la vérité peut-elle encore faire surface dans de telles conditions? C'est le mystère insoluble du lac Bodom.